Donc on ouvre ce chapitre, on a traité la cornée ce matin, sous tous ses aspects, et y compris dans son approche chirurgicale. Et maintenant on va rentrer dans l'œil. Donc la question posée pour ouvrir ce débat est, peut-on faire encore confiance à l'implantation FAC, qui vous le savez consiste à glisser dans un œil un implant qui va s'ajouter au reste des structures oculaires, donc avec le défi d'apporter un pouvoir optique sans influencer les tissus voisins. Ça, c'était la bande-annonce. À partir de maintenant, si le silence pouvait être fait, j'en serais ravie. Voilà, donc on va faire comme si j'étais passionnante et que vous aviez envie d'écouter ce que je peux vous raconter sur l'implantation FAC. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup de concevoir avec moi que c'est un concept qui peut quand même être séduisant. De glisser un truc devant un cristallin, qu'on n'abîme pas, il est transparent, en restant à distance de la cornée, qu'on n'abîme pas, elle est saine, et puis en évitant de remanier l'iris de proximité. Alors on a 3 grands principes. On a ceux qui s'appuient dans l'angle en chambre antérieure. Le dernier survivant était à Christophe Cachet et n'est plus, puisque cet implant, vous le savez, pour quelques cas de complications endothéliales rapportées, a été abandonné et a clôturé le chapitre des implants à appui angulaire. Nous avons ensuite les à fixation aérienne, ceux qui viennent se clipper dans l'iris et qui sont, lorsqu'ils sont en PMMA, appelés artisans chez AMO Abbott, Verisize, pardon, chez AMO Abbott et artisan chez Oftec. Lorsqu'il est en silicone et donc pliable par une porte de 2,8 mm au lieu d'un 5,2 mm, 6 mm, eh bien il devient l'Artiflex chez Oftec et le Veriflex chez AMO Abbott. Et cet implant a bientôt plus de 15 ans, pratiquement 20 ans de recul pour ce qui est de la première génération. Il n'y a eu que deux générations nécessaires pour cet implant. Et puis enfin, il y a le en chambre postérieure, c'est-à-dire derrière l'iris ICL, qui devient aujourd'hui, il faut le reconnaître, quand même un des grands vainqueurs. Alors il y a des indications de choix qui sont toutes les contre-indications de la cornée lorsque vous ne voulez pas toucher une cornée parce que la métropie est trop grande. On est au-dessus de moins 8 dioptries en myopie, au-dessus de plus 6 dioptries en hypermétropie. Vous savez, cet œil tout petit sur lequel on doit faire des grandes choses. Sur des cornées à risque. Alors on pense à ce que nous a évoqué ce matin David, tout ce qui est asymétrie, irrégularité fine, et même aujourd'hui, avec viscoélasticité pathologique, eh bien ça, c'est des cornées qu'on ne veut pas toucher forcément et pour lesquelles on pourra trouver une place de choix pour ces implants. Il y a des indications de niche qu'on est donc obligé de souligner. J'ai mis dedans le grand hypermétrope. Pourquoi ? Parce que le grand hypermétrope, parfois, n'a pas la place de laisser rentrer un truc additionnel. Donc il faut que la chambre antérieure continue à faire au moins 2,8 mm pour mettre un implant de chambre postérieure et 3 mm pour mettre un implant de chambre antérieure. Donc il faut les trouver, ces grands hypermétropes avec ces compartiments oculaires suffisamment importants. Le kératocone est une niche très intéressante, surtout sur les pays du pourtour méditerranéen où les kératocones ont volontiers des composantes myopie combinées. Et alors là, l'implant torique qui combine la correction myopique est très intéressante et en particulier on l'aime en arrière de l'iris pour ses yeux où l'endothélium cornéen est un des grands rescapés qui reste le composant sain de ces cornées. Enfin, il ne faut pas négliger l'implantation secondaire du pseudo-FAC pour lequel, lorsque vous vous posez la question d'une amétropie résiduelle et lorsque vous ne voulez pas faire payer 700 ou 1200 ou 1400 euros un implant piggyback spécifique désigné pour le sulcus, eh bien glisser un implant de chambre postérieure devant cet implant-là peut constituer une alternative d'intérêt parfaitement rapportée, en particulier documentée chez l'enfant. Alors vous allez me dire, mais oui, mais c'est quand même la méfiance. Parce que différents modèles se sont succédés et à chaque fois qu'un modèle, bien sûr, n'a pas le succès, eh bien, il pourrit la popularité de tous ceux qui, autour de lui, reposent sur le même concept. On a la super trouille de la décompensation endothéliale, on a la peur de la cataracte et on sait que si l'iris est remanié, c'est irréversible. Donc les leçons du passé nous ont appris que les altérations anatomiques, lorsqu'elles surviennent, sont insidieuses et irréversibles, et qu'à chaque nouvelle génération, on s'en reprend pour 5 à 10 ans d'évaluation. Donc le principe de précaution est un aspect aujourd'hui médico-légal. C'est bien aujourd'hui la NSM, donc l'agence qui a remplacé l'AFSAPS, qui vous dit que si vous mettez un implant FAC, vous avez l'obligation légale de suivre cet implant tous les ans au moins, en faisant
Une microscopie spéculaire, si possible en 5 points, et en réalisant bien sûr le recensement des signes d'alerte qui peuvent être représentés par fluctuation, pesanteur, sensibilité, tout ce qui finalement constitue l'alerte d'une amorce d'œdème cornéen, surtout lorsque ceci s'exprime le matin au lever. Et donc, quand vous avez une complication, vous êtes fortement appelé à rapporter en matériaux-vigilance les complications détectées qui ont été source du retrait des différentes générations d'implants ces dernières années. Et ce suivi, il est à vie, parce que le recul nécessite au moins 10 ans pour faire preuve d'innocuité, et parce qu'on sait qu'un jour, ces patients, grands myopes en particulier, feront la cataracte. Donc finalement, est-ce qu'un implant phaque est-il fait pour durer ? Il appartient aux chirurgies additives, donc additif égale soustractif, donc on sait que sur le plan réfractif, on va pouvoir le retirer. Toutes les complications anatomiques, elles, ne sont pas toujours réversibles, bien sûr, et a fortiori quand c'est l'endothélium qui a trinqué. En tous les cas, ce que nous savons, c'est que lorsque même un implant est bien toléré, et par chance aujourd'hui, c'est l'essentiel de ceux qui ont survécu, je parle des clippés et je parle des ICL, eh bien le grand myope, on le sait, fera de toute façon naturellement une cataracte précoce aux alentours de 60-65 ans, dont d'ailleurs la cinétique pourra être accélérée par la présence de l'implant phaque. Alors, dans cette situation, on retirera cette lentille, on fera une phaco, dont vous ferez bien sûr le calcul ajusté pour corriger cette grande myopie. Avec le vieillissement naturel de l'œil, par ailleurs, on sait que les espaces intraoculaires vont diminuer avec l'augmentation du volume du cristallin, remaniant ainsi le dimensionnement des angles et la diminution de la chambre antérieure. Et donc aujourd'hui, on sait que l'imagerie est devenue, à l'implantation phaque, ce que la topographie représente pour la chirurgie cornéenne. Elle est à 2 doigts de devenir médico-légale et elle va vous permettre en particulier de vérifier que vous respectez la distance de sécurité de 2 mm par rapport donc à cet endothélium, cette distance qui est requise. Alors il y a des survivants et les survivants, messieurs, dames, suscitent la confiance. C'est vrai que ça y est, c'est vu, on a abandonné les implants à appui angulaire. Et vous voyez, ce n'est pas 10 ans. L'Icare, en 2 ans, l'affaire était pliée. Le Geber, en 3 ans, on avait l'alerte. L'Alcon caché, parce qu'il était plus souple, parce qu'il était moins dépendant du sizing, a vu apparaître quelques complications à cette heure de recul de 8 ans. Et donc, on les a retirés, en tous les cas, avec cette leçon de la complication tardive. Et tardive veut dire, tardive et insidieux, veut dire détecter avant que ça ne parle, parce que c'est l'heure de l'échange où les choses peuvent être encore sauvées. Donc les implants qui vont survivre vont être les implants clippés à l'iris, avec ce recul de près de 20 ans pour la version PMMA. Vous voyez qu'ils sont bien sûr avec un risque astigmatogène, puisque vous ouvrez sur une porte de 6 mm d'incision. On descend à 3,2 comme je vous l'ai dit, mais alors là, le petit problème posé par le silicone est parfois la survenue de dépôts. Ces dépôts, d'ailleurs, ont été officiellement reconnus par les utilisateurs à gros volume, puisque ceux-ci proposent d'emblée pour 2 mois une corticothérapie locale. Sont-ils vraiment inoffensifs ? Eh bien, oui, à condition de considérer que la distance de sécurité n'est pas qu'au milieu de l'implant, mais au niveau de son équateur. Et il faut que là aussi, on ait le 2 mm de respecter pour cette distance à l'équateur, c'est-à-dire aux berges de l'implant, entre l'endothélium et le rebord de cet implant. On sait qu'il y a des complications mécaniques, des clipages, érosion, on reverra ça bien sûr. Et puis, il y a une vraie courbe d'apprentissage. Alors, il y a ensuite l'ICL de chambre postérieure qui est définitivement le grand gagnant. Il est à sa 5e génération. On l'a vu apparaître depuis une dizaine d'années sous la forme V4, dont on avait changé l'angulation. Et puis on y a fait naître un petit orifice complètement aujourd'hui central, qui s'est ajouté aux petits orifices d'évacuation du visqueux latéral, qui est cette aquaporte qui permet, c'est démontré cliniquement, une circulation d'humeur aqueuse optimisée, donc moins de risque d'hypertonie et de bloc pupillaire, et une position optimisée. Il est soon coming, mais vraiment une affaire de mois préchargée, et un projet de presbyte multifocal est dans le pipeline et sera donc prochainement testé. Je n'ai aucun intérêt financier d'aucun de ces implants. Et aujourd'hui, vous voyez, dans le monde, ça calme quand même. Plus de 375 000 ont été implantés dans le monde. Donc on y croit ou qu'on n'y croit pas, il y a des patients heureux avec ces implants, avec une myopie qui doit être de plus de moins 3 dioptries,
cornée à risque, vous voyez, il y a une place encore pour les myopies modérées. L'hypermétropie représente 10% du volume. Et le torique est super intéressant puisque plus de 2/3 des grands amétropes ont un astigmatisme supérieur à une dioptrie. Les preuves scientifiques de la confiance qu'on peut leur apporter existent. Il y a 1269 références biblio aujourd'hui. Quand vous tapez PubMed, sur votre Internet, vous verrez qu'on recense tous les modèles confondus avec des fiabilités d'études discutables. Mais en tous les cas, elle est là, l'efficacité réfractive. Et surtout, la supériorité de ces implants en termes de qualité de vision pour les fortes amétropies comparées à la chirurgie cornéenne, avec une préférence, tendance actuelle, des ICP plutôt que des implants de champ antérieur. Pourquoi la sécurité endothéliale est en revanche la clé de l'implantation FAC? Parce que, évidemment, on est tous d'accord, c'est plus fastoche de faire une cataracte au pire qu'une greffe de cornée chez quelqu'un de jeune de surcroît qui avait une cornée saine et qui était venu pour une chirurgie réfractive. En plus, cette complication, je le redis ici, va être tardivement diagnostiquée, va souvent démarrer à la périphérie, le centre est clair, le patient est heureux, et puis on ne sait pas s'il couche sur le ventre, s'il frotte ses yeux. En tous les cas, la fluctuation visuelle, lui qui revient de si loin, il ne voyait pas de savon sous la douche, il se retrouve avec bonne vision, il ne va pas s'interpeller avant longtemps sur ces petites fluctuations visuelles. Et parce que les autres complications, finalement aujourd'hui, sont tout à fait contrôlées grâce à l'évolution des dessins et au projet de l'imagerie, comme on vient de le voir. Alors, quelles autres complications va-t-on également décrire avec ces implants? Alors, plus spécifique de chaque concept, revenons au clippé. Et vous voyez que si on revient au clippé, on va parler de l'astigmatisme induit important, de la dislocation, de l'atrophie de l'iris, de la dispersion de pigments, de l'uvéite, des dépôts lorsqu'ils sont souples. Et donc, finalement, le challenge pour l'artisan, c'est essentiellement une bonne chirurgie, en plus du bon sizing, c'est-à-dire juste ce qu'il faut d'iris capturé, en maintenant une pupille ronde et en centrant sur la pupille. Si on parle du champ postérieur, alors plus spécifique de lui évidemment, puisqu'il va flirter avec le cristallin, c'est la cataracte. Et la cataracte, c'était 20% sur les premières générations. Elle est baissée aujourd'hui à moins de 4% avec la génération V4. Elle le sera sûrement encore minimisée avec l'implant troué dont je viens de vous parler. Alors, il y a des rares décentrements, mais il est mieux toléré parce que c'est en arrière de l'iris. Et le problème, c'est le sizing. On fait du sizing de champ postérieur, difficile à approcher. Donc, si c'est en excès, on fricote le pigment de l'iris. Si c'est également en excès, on pousse l'iris, on peut favoriser l'hypertonie. Et bien sûr, pourquoi pas aller jusqu'à la perte endothéliale. Et vous voyez que quand on fait la littérature en la matière, eh bien, sans conteste, tout modèle confondu, la complication endothéliale et le fer de lance est la source de méfiance de ces implants qui justifient la prudence. C'est la plus sévère complication de l'implantation FAC. Et on peut dire que si ça prédomine dans la chambre antérieure, encore une fois, ce n'est pas indemne pour les implants survivants, y compris pour la chambre postérieure. Vous voyez, on a ici un cas qui rapporte 2% de perte. Ce n'est pas les 0,6% de la perte physiologique. Donc on est amené à vraiment souligner la nécessité de surveiller tous les implants FAC, quels que soient les modèles. En chambre antérieure, vous voyez, ça monte, mais en fonction des auteurs, il faudrait aussi considérer s'il y a des astérix de confidential interest. Vous savez que ça fait des nuances sur les chiffres rapportés. Et on va ainsi de 0,2 à 6%. Mais vous voyez que 6 à 10%, c'est énorme. Et lorsque vous vous penchez sur la courbe bien tracée par Rudinwich au travers de la littérature, indiscutablement, au long cours, cette courbe sera amenée à diminuer. Et donc, ces implants seront un jour retirés. Mais ils auront rendu, une vingtaine d'années au moins, service aux jeunes patients opérés. Je redis que l'implant de champ postérieur n'est pas toujours sécurisé et en cas de vaulting trop important, vous aurez un effacement de chambre, vous aurez en plus de la réactivité pupillaire diminuée, un risque d'atteinte bien sûr endothéliale, surtout lorsque le patient vieillissant va aggraver cette diminution de chambre antérieure, rendant la chose difficile et nous amenant à souligner combien le sulcus à sulcus est nécessaire pour faire la détermination de la taille optimale de ces implants. Elle n'a rien à voir avec le pauvre blanc à blanc et n'a rien à voir non plus avec le angle à angle, puisqu'on est dans l'espace virtuel qui est postérieur à l'iris. Comment on va altérer? On va altérer par un contact direct, bien sûr, et ça c'est à la périphérie que ça se passe.
On va tout ça le favoriser par un frottement, les allergiques, anciens porteurs de lentilles, ou par un endormissement sur le ventre. Moi, je souligne qu'un cas, nous avons rapporté d'ailleurs sur un malheureux, à Christophe Cachet, qui respectait les règles d'implantation en termes de critères morphologiques, eh bien, un masque de plongée bilatéral qui a fait une perte aiguë bilatérale endothéliale. C'est le seul facteur de risque qui a été retrouvé. Un point tel, c'est que le masque de plongée a fait partie de la liste des recommandations, et donc ce n'est pas négligeable. Ce qui fait que finalement, vous voyez que dans l'implant de chambre antérieure, on a quand même un chariot de facteurs de risque qui a un petit peu augmenté. Le sizing est absolument fondamental. Mesurer la profondeur de chambre antérieure, dimensionner les angles, les espaces, les volumes, réaliser le diamètre angle à angle, mesurer le sulcus à sulcus spécifique à un plan de chambre postérieure, c'est nécessaire. Et ajouter à la microscopie spéculaire en 5 points, ces critères qui, selon la FDA, sont à recommander sous cette forme. On devrait tenir compte de seuils qui dépendent de l'âge. Or, un patient jeune de 30-35 ans qui a mis longtemps des lentilles, il n'est pas exclu qu'il se situe en fait dans la catégorie des 2000-2500. Donc il faut tenir compte de la cinétique. Et vous savez qu'en matière d'endothélium, je vous rappelle qu'on ne compte pas que la densité, mais on compte également la forme. On fait le coefficient de variation, différence en taille au sein de l'air analysé, et le pléiomorphisme, c'est-à-dire le pourcentage d'hexagonalité, parce que ça parle avant de faire dégringoler les cellules. Elles souffrent, donc elles gonflent, elles hypermétabolisent, et puis ensuite seulement elles dégringolent. Donc, comment vous allez réaliser donc, cette chirurgie? Eh bien, il va falloir tenir compte d'abord du traumatisme chirurgical. Vous savez qu'à chaque fois qu'on opère un œil, avec une incision en cornée claire, en général, on s'entraîne dans la bataille environ 300 cellules. Donc, on part déjà sur essayer de ne pas faire plus que ça. Et vous voyez ici, je vous ai montré un petit implant ICL. Donc, l'important, c'est, vite et bien fait, bien sûr, mais le visqueux. On l'injecte en périphérie quand on est en chambre antérieure. On l'injecte au centre quand on est sur une pupille dilatée d'implantation de chambre postérieure. Et surtout, on est obsédé par le retrait du visqueux après la chirurgie. Et les implants de nouvelle génération eh bien, n'exigent pas d'iridectomie. Mais vous voyez quand même là, la moindre manipulation, ce n'est pas à l'implant qu'on pense. On ne peut toucher que les ailettes périphériques. C'est la cataracte en dessous, cristallin clair, jaune, et puis l'endothélium au-dessus. Donc, une petite courbe d'apprentissage quand même. Vous les suivrez, je vous l'ai dit, à vie, et vous étudierez tout sur la cornée. Comment détecter? C'est le suivi. Et vous voyez, dans le suivi aujourd'hui, l'imagerie elle vient se positionner comme la topographie ce matin dans la cornée. On suit tout ce que je vous ai dit en termes de morphologie intraoculaire et on va donner des distances de sécurité. On sait qu'il faut au moins 1,5 mm entre un implant et un endothélium pour vraiment ne pas aller affleurer. Et un 5, ça peut parfois s'observer avec des voltings importants d'ICL. Donc, la confiance que j'espère vous avoir redonné, elle va augmenter par un sizing sur mesure, ça fait une énorme différence. La majorité des complications sont liées à un sizing inadéquat, plutôt qu'à un traumatisme chirurgical sans œuf, ou à un implant lui-même, qui va donc de manière insidieuse en être source de cette complication. Donc on prend l'OCT de segment antérieur, le Schemflug, pour l'espace antérieur, mais dès que vous voulez aller derrière, c'est l'UBM qui a son intérêt. Et puis vous allez faire toute cette détection des contre-indications, parce que ça ne respecte pas les critères qui ont été donc évoqués, notamment de chambre antérieure. Et puis vous allez également le suivre avec le temps. Alors vous voyez, c'est important parce que si vous avez un bon sizing, voilà ce que vous allez éviter. Vous allez éviter les ovalisations pupillaires, qui sont liées à une surestimation de la taille. Et puis, manque de bol, ce n'est pas réversible. Vous allez éviter les changements, bien sûr, au niveau des angles, par tension, par synéchie, enroulement de l'implant. Et souvent, c'est lié à un implant trop grand, en particulier pour les équateurs d'implants clippés et pour la diminution de la chambre antérieure d'un implant de chambre postérieure qui vient faire un vaulting exagéré. Vous éviterez, on l'espère bien, les altérations endothéliales. Alors pour les implants de chambre antérieure, évidemment, ça se suit avec importance tout au long de la vie. On a dit que ça, la sécurité n'est jamais garantie. Pour les implants de chambre postérieure, là aussi, comme vous n'aurez plus ces hypervoltings, vous n'aurez pas ces prolapsus qui viennent jusqu'à affleurer l'endothélium dangereusement, en plus de disperser du pigment. Et vous voyez qu'on aura
également ces positionnements inadéquats d'implant. Alors pour l'appui angulaire, c'était bien connu et ça contribuait à l'étitiller l'endothélium. Pour l'implant de chambre postérieure, eh bien, il ne va plus faire son job de volter comme il doit le faire en avant du cristallin. Il va venir flotter comme un autre modèle qui s'appelait le PRL, je ne sais pas si Zeiss le distribue encore, qui lui devait flotter en avant de l'iris. Lui doit, lorsqu'il flotte, il va directement aller fréquenter avec le cristallin et bien sûr l'opacifier. Mais avant tout, vous allez faire la détection des contre-indications et indiscutablement au-delà de la profondeur de chambre, 2,8 chambre postérieure, 3 chambre antérieure, vous avez la conformation de l'iris. Et un iris ne doit pas être plateau, ne doit pas être non plus trop bombé. Ça, il n'y a que l'imagerie qui est capable de nous le dire. Donc, on considère les angles et on est même capable, avec le logiciel OCT, de se pencher sur le calcul de la flèche irienne, avec l'option du logiciel complètement disponible pour tous, qui va vous permettre même de simuler la présence et le positionnement potentiel d'un artisan dans un œil, alors que l'UBM aujourd'hui est capable de vous faire un calcul automatisé, petit système qui s'appelle le Compact Touch de Cantel. Nous, on a développé le processus, hélas, aucun intérêt financier, mais c'est un système qui vous calcule automatiquement le sulcus à sulcus. Donc, il resterait quand même des choses imprévisibles. Il resterait le bloc pupillaire, il y aurait des avalias par visqueux persistant. Et donc, c'est pourquoi c'est hyper important de faire un nettoyage post-opératoire. Ça, vous savez que ça s'organise en quelques heures. Si vous ne vous retournez pas laver et soulager ça, l'iris, c'est forever. Vous enlèverez l'implant et rien ne changera. L'iris est pour toujours dilaté et atrophique. Il persistera peut-être aussi l'élévation de pression parfois, toujours le fameux visqueux. Il fait en plus monter la tension, vous le savez, dans le bloc pupillaire. Et puis de manière plus insidieuse, de façon tardive, la dispersion des pigments par remaniement des angles. Il restera aussi peut-être l'inflammation subaiguë. On le connaît bien en particulier pour l'implant à clipper à l'iris avec son format silicone. Et donc, finalement, on retient à l'esprit que quand on guette un endothélium, on cherche ça. On calcule cette baisse annuelle qui, lorsqu'elle dépasse 0,6%, sent la variation qui s'écarte de la physiologie. Vous aurez aussi bien sûr les variations de qualité de vision, mais je vous l'ai dit, l'implant de chambre postérieure est moins dépendant du centrage que l'implant de chambre antérieure. Celui qui survient le clipper, vous devez le centrer sur la pupille, mais c'est meilleur que le LASIK. Et donc un sizing précis va vous permettre, en résumé, d'éviter les complications sévères, est à cette heure juste limité aux mesures de la chambre antérieure, et pour l'instant, le sizing n'est pas intégré dans le logiciel de calcul, mais on en rêve. Donc pour l'instant, c'est pour éliminer les contre-indications et suivre les patients implantés. Et vous voyez qu'on a même des projets importants qui sont la capacité d'avoir du 3D. Ce 3D qui permettra un jour très probablement de comprendre le volume que représente l'espace du sulcus et celui de la chambre antérieure et de ainsi simuler l'implantation avant qu'elle n'arrive. Donc, il va nous rester à dire quand allons-nous discuter un échange. Bien, vous allez discuter un échange sans attitude consensuelle. Mais on va dire que globalement, et tout à l'heure, même Cathy, vous voyez, on discutait avec une petite demande autour de nous, elle a dit comme moi, et on ne s'était pas concerté, donc il y a quand même quelque part des tendances qui se dégagent. Si la perte dépasse 300 cellules par millimètre carré entre deux examens, et en particulier si vous écartez des 0,6% de perte annuelle physiologique, avec une vigilance énorme, quand vous commencez à affleurer et à baisser en dessous de 1800 cellules par millimètre carré, vous allez vous poser la question du retrait. Et alors, si par-dessus le marché, il y a des alertes cliniques, comme fluctuation visuelle, comme œil lourd au matin, eh bien, vous allez proposer le retrait. En attendant l'échange, vous ferez ce que vous pourrez, un peu de solution hypotonique, un peu de bêta-bloquant pour stimuler la pompe endothéliale, et puis vous irez enlever. Lorsque vous êtes encore avec un seuil qui est supérieur à 1500 et qu'il n'y a pas de cataracte, on pourra mettre un implant de chambre postérieure si c'était un implant de chambre antérieure. Si c'est une chambre... Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas sauter un cristallin clair de grand myope et qu'on ne va pas non plus décemment le remettre aux lentilles sur une cornée qui est déjà en souffrance. Lorsque vous êtes en situation de tout pareil,
Mais avec une cataracte, on retire et on met un monofocal. Et on aura l'audace d'un multifocal en faisant hyper gaffe dans la grande amétropie que si la rétine est normale et que si la cornée reste encore appétissante, en sachant qu'il faut archiver en préopératoire la biométrie, c'est à recommander parce que la présence d'un implant la perturbe un petit peu. Puis parfois c'est trop tard, vous êtes en dessous de 1000 cellules. Le traumatisme chirurgical, on le sait, rien qu'à aller en retirer cet implant avec une large incision, va rajouter un peu de perte. Et on sait que l'œdème, en général, se déclenche en moyenne en dessous de 500 cellules. Donc on informera le patient que pour lui, on ne fait pas de retrait, on attend que ça décompense. Et alors là, on ira faire échange et greffe endothéliale. Mais en synthèse, l'implantation FAC, s'il vous plaît, retenez-la comme la seule option acceptable pour les grandes amétropies, avec différents concepts, on l'a dit, qui ne sont pas disponibles pour toutes les amétropies, mais en tous les cas, ça peut être torique en même temps. Parce que le cristallin clair, on adore le laisser en place chez le myope, surtout chez le myope. Et lorsque la photoablation est contre-indiquée, on ira même descendre dans les myopies modérées parce qu'on déteste toucher les cornées qui ont un risque d'ectasie, qui elles aussi conduiront de toute façon à la terrible ascension vers la greffe cornéenne. Les arguments pour... Et il vaut mieux une greffe endothéliale qu'une greffe transfixiante qui, vous le savez, est ce à quoi expose parfois l'ectasie cornéenne. Les arguments pour une implantation FAC, c'est le fait quand même qu'on est dans le réversible et bien sûr dans le respect normalement grâce au sizing de la cornée, et on peut combiner, on peut faire une petite retouche, l'essentiel de la correction sur la cornée, sur l'intraoculaire, et si besoin, avec l'évolution au cours de la vie du patient, une petite retouche. En conclusion, Serge, ça y est, c'est la conclusion. La problématique de la sécurité de l'implantation FAC repose surtout sur le respect de l'endothélium. Elle fut considérablement améliorée par ce sizing, par ces nomogrammes ajustés, par l'amélioration des dessins et des biomatériaux, je redis 5e génération pour l'ICL, et elle permet de valider aujourd'hui, la littérature l'a démontré, l'implantation FAC comme sécurisée, efficace et prédictible, jusqu'à ce que survienne la cataracte, qui viendra un jour. Et donc le patient doit être informé du suivi obligatoire et du retrait un jour nécessaire de cet implant. Merci beaucoup pour votre attention.